Je vous remercie de votre présence à ce webinaire présenté par Thierry Dallot de chez MC3 Cloud et Preeti Bifaya-Chan sur Microsoft Power Platform et RPA. Je me présente Danisha, la coordinatrice de marketing et communication chez MC3 Cloud. Alors, notre organisation est une entité de MC3 Group basée à Paris, fondée depuis 1995. Depuis la création de l'entreprise, nous avons développé avec succès nos opérations sur l'île Maurice, la Réunion, Madagascar et l'Afrique. MC3 Cloud est le distributeur agréé des marques notamment Microsoft, Redstone, Foxit, BitTitan, Crossware, Commvault et Dropsuite. On a été décerné Microsoft Partner of the Year pour 4 années consécutives en 2018, en 2019, en 2020 et 2021. Le webinaire est enregistré. Nous partagerons le replay à Aero après cette session pour vous le transmettre et le publier sur LinkedIn. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est qui n'est pas en mute. Merci de bien vouloir vous mettre en mute. Merci. Et alors, si vous avez des questions durant la présentation, veuillez nous faire signe en cliquant sur l'emoji Hands Up. Voilà, c'est ici. Preeti, merci de bien vouloir commencer. D'accord. Merci Danisha. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Preeti Bifaya de la société Aero. Voilà. Et je suis chez Aero depuis bientôt 8 ans et je suis Division Manager et aussi consultant 365. Bon, la présentation d'aujourd'hui, comme Danisha a dit, ça se porte surtout sur la partie RPA et Power Platform. Donc, ce qu'on va regarder exactement, c'est déjà de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a dans Power Platform, de regarder un peu RPA et après de regarder un case study. Donc, je présente déjà Aero. Aero est une société française et on est en France depuis bientôt, ça fait 16 ans. On est plus ou moins 200 collaborateurs en France et on a plusieurs filiales partout. On a quelques filiales en France, on a d'autres filiales dans d'autres pays, en Belgique, Suisse et finalement à l'île Maurice. Donc, notre business unit à l'île Maurice, ça fait bientôt 11 ans qu'on est là et on est à 45 collaborateurs. Aero, on est une société qui fait surtout toute la partie intégrateur de logiciels. Donc, toute la partie gestion documentaire, archivage, capture, reprise, traitement, workflow et tout ça, nous, c'est notre expertise. Nous sommes déjà Gold Partner de Microsoft depuis 2010, mais nous sommes aussi partenaires avec d'autres éditeurs, notamment avec K2, avec Nintex et avec OpenText. Pour résumer un peu Aero, depuis toujours, nous, on a travaillé sur des workflows qu'on a fait avec plusieurs plateformes avec lesquelles on a travaillé. Donc, comme je vous ai dit, avec SharePoint, avec K2, avec Nintex. Et là, maintenant, avec vraiment l'arrivée de Power Platform, on commence à faire des workflows sur cette plateforme-là. D'accord. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est tout le webinaire d'aujourd'hui, va être plus ou moins en 5 parties. Déjà, je vais laisser la parole à Thierry, qui va nous présenter un peu Power Platform. Et puis, moi, je vais reprendre la main après pour vous présenter un peu c'est quoi RPA et l'utilisation, comment Microsoft a intégré l'offre RPA dans la Power Platform avec le MS Power Automate Desktop. Après, on va aller regarder un case study qui est le traitement des factures. On va regarder vraiment comment on a pu implémenter RPA en utilisant Power Automate là-dessus. Et puis, on va un peu discuter des bénéfices que RPA va apporter pour les métiers, pour les DSI, pour une société en général.
Et finalement, on va terminer un peu avec un peu sur le licensing. Et si vous avez des questions, c'est à la fin on va les regarder et on va vous répondre. D'accord? Donc, je vais donner la main à Thierry maintenant qui va nous présenter un peu le Power Platform. À toi, Thierry. Merci, bonjour à tous, bienvenue avec nous sur ce webinaire Power Platform. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Priti. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des généralités sur Power Platform. L'idée, c'est pour moi vraiment de vous présenter Power Platform dans sa globalité, parce qu'on n'est peut-être pas tous sur le même pied d'égalité vis-à-vis de cette suite d'outils qu'a intégré Microsoft dans la grande famille 365. Donc, Power Platform, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils innovants qui vont permettre principalement aux partenaires revendeurs de développer des solutions professionnelles de bout en bout. Et cette solution n'est pas uniquement destinée aux spécialistes de l'informatique, donc c'est une solution qui est vraiment assez facile à prendre en main. Donc c'est tout le principe des outils de développement qu'on appelle aujourd'hui low code ou no code, d'accord, qui ne nécessitent aucune connaissance en termes de développement pour pouvoir arriver à créer une petite application, un petit flux relativement simple, mais qui est aussi très flexible dans la mesure où c'est une plateforme qui va pouvoir permettre à des développeurs plus confirmés et plus expérimentés sur l'implémentation d'outils métiers, de développer des outils vraiment beaucoup plus complexes et beaucoup plus dynamiques. Donc, il faut savoir que tous les éléments de ce qui compose la famille Microsoft Power Platform sont tous interconnectés avec Office 365 par défaut, avec les services Azure, avec Dynamics 365, mais pas uniquement, d'accord? Donc, c'est pas un écosystème qui va fonctionner uniquement autour de 365. Il y a aujourd'hui, via un système de connecteurs, plus de 400 connecteurs qui sont disponibles et prêts à l'emploi pour pouvoir interconnecter tous les outils de la Power Platform avec vos applications métiers qui sont sur vos serveurs on-prem ou hébergés dans des services cloud, dans des bases de données tierces, peu importe. Donc aujourd'hui, on a vraiment des connecteurs qui vont vous permettre d'interconnecter vos processus automatisés et vos applications personnalisées avec l'ensemble de vos outils déjà existants. Comme je l'ai dit, c'est un outil vraiment très flexible dans la mesure où on va pouvoir, entre la main d'un utilisateur de la société qui n'a aucune connaissance en code ou en développement, va pouvoir mettre en place des petits projets relativement simples assez rapidement. Mais c'est aussi une plateforme qui va permettre, comme je l'ai dit, à des développeurs beaucoup plus aguerris de pouvoir monter des solutions beaucoup plus complexes. Une des grosses forces de cette plateforme, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle qui est présente à tous les étages et qu'on va pouvoir venir ajouter dans les petits développements qui vont être faits pour pouvoir vraiment améliorer l'ergonomie et la réponse des logiciels vis-à-vis de l'utilisateur. Et un autre des gros avantages de ce type de plateforme, c'est qu'on développe une fois et on est capable de publier très rapidement sur plusieurs supports, donc une page web, une appli mobile, une appli tablette, une appli qui sera intégrée dans Teams, par exemple. Donc, on a vraiment le moyen de déployer une application qui sera utilisée par le maximum d'utilisateurs possible. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc, très rapidement, quelques chiffres pour démontrer l'intérêt que peuvent avoir les grosses sociétés et qui ont en général un petit peu d'avance sur les autres zones du monde, hein, donc les grosses sociétés américaines. Donc aujourd'hui, c'est un marché estimé de 13,8 milliards de dollars donc en 2021, soit 23% de plus qu'en 2020. Donc très forte progression. 97% des sociétés du Fortune 500 utilisent une ou des technologies Microsoft Power Platform aujourd'hui, donc dans leur day-to-day business. Et le marché de l'automatisation, quant à lui, donc l'automatisation Power Platform, on va le voir, hein, plusieurs outils, dont l'automatisation. Le marché de l'automatisation, lui, a progressé de plus de 60% en 2019. Donc, tous ces chiffres sont issus d'analyses qui ont été réalisées par Gartner en 2021 et qui ont permis de vraiment bien cerner l'intérêt qu'avaient toutes ces grosses sociétés pour
pour les outils de développement low-code, no-code ou les plateformes de développement intégré A365 par exemple. On peut passer à la suite. Donc, l'intérêt de Microsoft Power Platform aujourd'hui, donc on l'a vu, hein, il est grandissant pour les grosses sociétés, mais il n'y a pas que les grosses sociétés qui sont concernées. Et c'est vrai que depuis la crise Covid, beaucoup de petites structures aussi se retrouvent dans une position où il y a nécessité de transformer la façon de travailler, la façon d'interagir avec les collègues, avec les clients, avec les fournisseurs. Donc, une adoption accélérée par la nécessité de la transformation digitale. On sait aujourd'hui que 41% des acheteurs de ce type de solution ne sont pas des gens du monde de l'informatique. Donc, je l'ai dit, c'est vraiment une solution qui permet à n'importe qui au sein d'une entreprise de pouvoir développer ces petits outils et ces petits flux automatisés. 37% des organisations admettent qu'elles gèrent encore des processus critiques via du papier. Donc ça, on l'a tous vu autour de nous, hein, le papier est encore très présent et beaucoup de petites structures et de grosses aussi également gèrent encore des process qui sont dits critiques, mais via des process papier, donc chronophage, source d'erreur, etc. Et 69% des entreprises utilisant le low-code ont été poussées par l'urgence de la transformation digitale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un impact très fort de la crise Covid sur le désir de changement, en tout cas la nécessité de changement qui a été impacté ces sociétés-là. On peut passer. Merci. Donc, Microsoft Power Platform, c'est un ensemble de 4 outils principaux. Donc, on va les appeler les 4 piliers de la famille Power Platform. Donc, le premier que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà plutôt bien, qui est Power BI, qui est un outil qui permet de faire de l'analyse et qui va vous permettre de monter des tableaux de bord pour des prises de décision professionnelles. Donc, Power BI, tout ce qui est analyse de données, mise en place de tableaux de bord, pour communiquer aux collaborateurs ou aider dans la prise de décision. Le deuxième outil qui est peut-être un peu moins connu par les clients, Power Apps, donc qui est, elle, la plateforme de développement d'applications qui va permettre à tout un chacun de transformer ses idées en solutions professionnelles. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste une plateforme où vous allez vous-même pouvoir jouer et faire vos petites applications dans votre coin. Il y a tout un système de marketplace qui va vous permettre d'aller rechercher une application qu'un partenaire aurait déjà déployée ou développée pour pouvoir l'intégrer directement au sein de votre structure et bénéficier très rapidement des avantages de ce type de solution-là. Le troisième outil, donc Power Automate, qui est celui que l'on va couvrir plus en détail aujourd'hui. Power Automate, qui est l'outil qui permet d'automatiser les flux, d'accord? Donc automatisation des processus organisationnels. Et le dernier élément, Power Virtual Agents, qui est celui qui est en train de monter de plus en plus, qui va vous permettre de créer très rapidement vos propres chatbots que vous allez pouvoir déployer sur vos sites, qu'ils soient internes ou vos sites customer facing avec vos clients. Tu peux passer à la suivante, Petit. Du coup, donc ces 4 piliers principaux donc qu'on vient de citer, ils fonctionnent très bien chacun individuellement dans leur coin, mais là où vraiment tout cet ensemble d'outils prend tout son sens, c'est quand on les fait interagir entre eux. C'est vraiment le gros intérêt de ce type d'outil-là, c'est de pouvoir générer une solution qui va aller vraiment de bout en bout, donc depuis la collecte de données jusqu'à le reporting, en passant par l'interaction automatisée avec les clients. Et ces 4 outils-là se posent sur un socle commun, d'accord, qui va consister en une base de connecteurs, donc on en a parlé tout à l'heure, 400 connecteurs, une grosse base de données qui va être commune à l'ensemble de ces outils, qu'on appelle aussi le Dataverse, des fonctionnalités d'intelligence artificielle et la possibilité de générer des portails qui vont vous permettre de déployer vos solutions vers des utilisateurs qui n'ont pas de compte Office 365 ou qui ne font pas partie de votre organisation, par exemple.
Voilà, voilà un petit peu pour la présentation. Si vous avez des questions, on y répondra à la fin à la fin de la session. Je passe la main à Priti qui va vous parler plus spécialement de Power Automate et d'une des fonctionnalités d'une des briques de Power Automate qui est le RPA. Merci. Merci Thierry. Donc là, je reprends la main. Là, ce qu'on va faire, on va regarder un peu c'est quoi vraiment le RPA avant d'enchaîner avec le Power Automate Desktop. Donc, pour résumer un peu rapidement, on va regarder un peu déjà la croissance de RPA sur le marché. Donc, si on peut regarder, on peut voir qu'en 2019, déjà, RPA a connu une croissance de vraiment de 63%, et en 2010, 12%, en 2021, de 20%. Donc, on voit qu'il y a déjà le revenu qui commence à augmenter parce qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui commencent à investir là-dessus. En 2019, on peut voir qu'il y a 28% des entreprises françaises qui commencent à investir sur toute la partie RPA. En 2020, on est à 53%. Et en 2021, vraiment, c'est là où on voit que toutes les sociétés ont vraiment commencé à investir dans toute la partie digitalisation, c'est-à-dire toute la partie démat, dans automatisation et dans RPA. Maintenant, c'est quoi la position de Microsoft par rapport à tout ça? Si on regarde déjà sur le Gartner Magic Quadrant, on voit déjà qu'en 2019, Microsoft n'est pas présent là-dessus. Ce qui est présent, c'est déjà les leaders qu'on voit déjà, les 3 leaders de leur domaine RPA qui sont présents ici, mais malheureusement, il n'y a pas Microsoft. Mais on peut voir que dans les niche players, on a commencé à avoir une société qui s'appelle Softomotive, qui a commencé à se positionner. Et là, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Microsoft, il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Il a racheté une société, donc il a racheté Softomotive, et là, il l'a intégré dans l'offre 365. Et si on regarde maintenant, comparé en 2019, on voit que déjà Microsoft commence à se positionner sur le marché de RPA, parce qu'on était là en 2019, mais là, on commence à devenir dans la partie visionnaire, donc on commence à prendre un peu de l'ampleur sur le marché RPA. Maintenant, c'est quoi vraiment RPA? Avant de vraiment enchaîner avec ce webinaire, j'aimerais bien qu'on se rappelle un peu c'est quoi RPA. Déjà, le nom, c'est Robotic Process Automation. Vraiment, le RPA sert à automatiser les tâches manuelles. Ça peut être des tâches que vous faites tous les jours, les tâches répétitives, les tâches qui ont des volumes importants ou pas. Donc, RPA, c'est vraiment là, c'est vraiment mis en place pour que vous veniez ici pour automatiser un peu les tâches que vous faites tous les jours. Et l'avantage avec RPA, c'est que vous pouvez vraiment couvrir des besoins qui sont présents, mais dans des super brefs délais, rapidement, vous pouvez venir de l'avant pour mettre en place quelque chose. Et surtout, il y a des solutions classiques qui sont sur le marché, mais l'avantage, vous allez voir qu'avec le Power Automate Desktop, vous allez voir que rapidement, on peut venir de l'avant pour mettre en place quelque chose. Maintenant, le RPA, comme je vous ai dit, ça peut être utilisé pour quoi faire exact. Là, on va voir que RPA peut être utilisé déjà pour saisir des données, pour lire des documents, pour enregistrer des documents, lancer des requêtes, aller regarder dans un email, télécharger les documents qui sont dans un email. Donc, il y a pas mal des tâches que RPA peut faire. Là, j'ai listé que quelques-uns. Il y a beaucoup plus. Maintenant, RPA aussi peut être utilisé en entreprise avec d'autres applications que vous avez. Donc là, avec Excel, on peut l'utiliser avec SAP Oracle, on peut l'utiliser avec Citrix sur la version cloud. On peut aussi l'utiliser avec les applications legacy que vous avez. Donc, vous avez un système qui est quelque part, vous devez interagir avec lui, déposer, récupérer des fichiers. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, RPA, parce que dans ce webinaire, on va le voir, RPA, il y a 2 modes d'exécution. Il y a déjà le premier mode qui est le mode unattended, c'est-à-dire c'est un batch qui a été configuré.
c'est installé quelque part. Ça peut être sur un serveur qui est sur le cloud, ça peut être un serveur à vous qui est on-prem. Donc, c'est installé quelque part. Vous l'avez programmé et on n'a pas besoin de quelqu'un pour le lancer, pour l'exécuter, rien. Donc là, c'est sans intervention humaine. On a deuxième RPA qui est le RPA Attended. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui pendant la démo. Ça, c'est un RPA qui peut être installé sur mon poste. Et là, je vais l'utiliser aujourd'hui, demain, en fin de mois, pour aller lire quelque chose dans un email ou quelque chose, mais qui a besoin que moi, je viens le lancer et l'arrêter. Donc, aujourd'hui, pendant ces démos-là, ce qu'on va regarder, c'est la version RPA Attended qu'on va regarder. Maintenant, c'est quoi le RPA pour Microsoft, le Power Automate Desktop? Comme Thierry a dit, le Power Automate Desktop, c'est présent dans le Power Platform qui contient Power Apps, Automate, BI et les agents. Donc, on a le Power Automate Desktop qui est présent là-dedans. Déjà, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec 365, vous savez que déjà, tous les outils sont reliés. Les données, les documents que vous avez sur votre SharePoint, les reporting que vous faites sur Power BI, les tâches que vous avez automatisées avec votre Power Automate. Donc, il y avait un petit bout qui manquait, c'était vraiment la partie RPA qui nous permettait d'aller lire nos fichiers, d'aller envoyer nos données quelque part. Donc, cette partie-là qui manquait, Microsoft a fait de sorte de développer quelque chose pour nous qui est assez rapide à implémenter et qui est très compétitif en termes de prix. Donc, c'est le Power Automate Desktop que Microsoft a mis en place pour nous. Et comment ça marche le Power Automate Desktop? Ben, comme tous les outils que Microsoft a mis en place pour nous, vous allez voir que c'est simple à utiliser. Je ne peux pas dire que c'est hyper simple à utiliser, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Même les utilisateurs qui ne sont pas techniques, ce n'est pas les profils développeurs comme nous, c'est des power users. Eux-mêmes, ils peuvent se connecter sur l'interface. À travers l'interface qui est simple à comprendre, qui est facile à voir, ben, vous pouvez vous-même créer un workflow. Vous pouvez enregistrer les actions sur le bureau, enregistrer les actions sur le web et commencer votre flux. Vous pouvez, à travers les différentes actions qui sont en place dans l'outil, parce que Microsoft, fidèle à son habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ben, il vient créer les actions pour vous. Donc, c'est des actions qui sont présentes, prédéfinies. Vous prenez, vous mettez dans votre interface et vous commencez à utiliser. Vous avez aussi l'option de drag and drop. Donc, vous choisissez, vous mettez dans votre flux, c'est là, vous configurez et vous pouvez utiliser. Il y a aussi la dernière partie qui est vraiment la partie, les flux que vous avez lancés, ben, vous pouvez venir démarrer, l'arrêter, surveiller, regarder les logs. C'est aussi simple que ça. Donc là, ce qu'on va faire, sans plus tarder, on va regarder un cas d'usage que nous, on a implémenté pour vous, pour regarder un peu comment on va implémenter RPA avec le Power Automate Desktop. Et l'exemple qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un exemple qui est assez simple. Donc, c'est le traitement des factures. Donc, comment on va enchaîner là-dessus? Déjà, qu'est-ce qui va se passer? Moi, puisque j'ai fait un RPA sur mon poste, je vais le lancer. Il va aller lire dans mon email à moi, il va aller lire mon email, il va aller récupérer les factures que j'ai reçues de la part d'un collègue. Il va récupérer les factures dans ces emails-là. Il va capturer les infos, le fournisseur, le montant, l'adresse et toutes les infos qu'il faut. Il va l'enregistrer dans SharePoint. Pourquoi dans SharePoint? Parce que c'est à partir de là que pour nous, c'est plus facile d'aller faire notre reporting, d'aller regarder notre tableau de bord, ben, d'aller envoyer les notifs. On va le voir ensemble. On va valider les données qu'on a reçues, c'est-à-dire le client est présent, il n'est pas présent, le montant est bon, est correct, n'est pas correct. On va aller voir. On va notifier le client si besoin, s'il a mal envoyé la facture, on va l'informer. Ou si tout est correct, ben, on va informer l'équipe comptabilité, voilà, quelque chose est arrivé, merci de le traiter. Voilà. Du coup, sans plus tarder, qu'est-ce que je fais? Je vais démarrer la démo. Bon, je reviens sur mon interface. Qu'est-ce que je vais faire? Normalement,
commencer à travailler, qu'est-ce qui va se passer? L'interface que moi j'utilise pour travailler, parce que je suis dans l'équipe compta, donc moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Teams qui a été créé pour moi qui s'appelle Demo RPA. Donc, je suis là, dans mon Teams, et c'est ici que je vais venir faire le suivi des factures qui vont rentrer. Donc, j'ai une liste factures que j'ai créée qui n'a rien en ce moment. J'ai deux autres listes que j'ai créées qui s'appellent la liste client et les purchase orders. Donc, la liste client, ça contient quoi? Ça contient tous les clients avec qui je suis en train de traiter, qui sont dans ma base de données. Purchase order, désolé, c'est en anglais, mais c'est les bons de commande. Les bons de commande que moi, j'ai dans mon système et que moi, je vais valider auprès des factures qui vont rentrer, que les clients, qui vont rentrer dans mon système ou que les clients vont m'envoyer. Donc, ça, c'est un peu là où je vais venir faire le suivi des factures qui rentrent. Maintenant, le fichier entrant, ça va être plusieurs factures et ça va être dans ce format-là. Donc, aéro, l'adresse, les dates, à qui on doit facturer et les informations et les montants. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais démarrer mon Power Automate. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'interface Power Automate, c'est comment. Mais là, ce que je vais faire, je vais les démarrer pour que je vois s'il peut lire mes mails. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon mail. Voilà. Je regarde. Je vois que un client m'a déjà envoyé les factures. Donc, le client, pour le moment, c'est mon collègue Chirich. Il vient de m'envoyer les factures, donc je vais les traiter. Et pour les traiter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer le automate que j'ai créé. Donc, je le lance. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, il va venir ici, il va venir là. Il va télécharger les pièces jointes qui sont dans les emails. Donc, il a tous les téléchargés, mais il a aussi téléchargé les factures que j'ai reçues dans mon email. Et là, il y a l'automate qui va enchaîner et il va commencer à vérifier les factures ou à les traiter. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur mon interface Teams parce que c'est là l'interface qui va gérer les factures. Et vous pouvez voir que je vais venir dans facture ici. Je vais commencer à attendre. Voilà. Et je vois que la liste était vide au début. Maintenant, il commence à s'alimenter. C'est-à-dire, le flow, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à traiter les factures qui sont dans le folder que je vous ai montré. Il commence à les lire. Il commence à mettre les infos ici, dans cette liste-là. Donc, la facture, le nom du client, l'adresse, les infos. Il commence à les mettre ici. Mais aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à envoyer des notifs là. Donc là, je vois qu'il y a une première notif qui est tombée qui dit qu'il n'y a pas de PO pour la facture, telle facture. Donc, il a traité la facture, il a vérifié le PO, il n'y a pas de PO, donc il m'envoie des messages. Et maintenant, c'est à moi de voir est-ce que je vais aller créer le PO ou comment je vais traiter ça. Je vois aussi qu'il y a quelque chose qui atterrit ici. Donc, je vais regarder et je vois que dans les factures que le RPA a traitées, il y a une facture qui est correcte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie en approval. Bon, ça, ce n'était pas important de l'implémenter. Nous, on a implémenté pour vous montrer que c'est possible déjà de mettre comme si un montant, comme de dire que plus de 1 000 €, on va valider. Moins de 1 000 €, c'est automatiquement validé. Donc là, il m'a envoyé un approval workflow avec le nom du client, montant et avec TTC. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit commentaire pour dire que voilà, validé. Et je fais approve. Donc là, c'est fait. Il y a une autre facture qui apparemment est correcte. Donc, je reçois un autre approval workflow. Et la même chose avec les infos. Ben, je fais approve encore une fois. Et là, ce que je vais faire, je vais revenir dans mon Teams, ici, et je vais venir ici dans Facture. Je vois déjà que
il a mis les infos qu'il faut, les documents, les colonnes, il a alimenté, mais surtout, quand j'ai approuvé les 2 factures qui étaient bien, il l'a relié avec le purchase order. Donc, il a mis en jour le purchase order avec les différents statuts aussi. Traité, PO, inexistant. Donc, il a mis à jour la liste. D'accord? Et là, moi, déjà, qu'est-ce que j'ai vu déjà dans ces démos-là? Il a lu mon email. Il a téléchargé déjà, je fais un récap. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il est venu ici. Il a regardé les emails parce que je lui ai dit que, voilà, va dans ce folder spécifique pour récupérer mes emails. Quand il a récupéré mon email, il est venu dans le folder que moi j'ai spécifié non traité pour venir lire les factures ici. Quand il a déjà lu les factures, il l'a mis dans une liste. Je reviens sur mon Teams. Donc, il l'a mis dans une liste SharePoint ici. Et à partir de là, moi, je suis partie pour déjà valider les infos qui sont dedans par rapport aux listes que j'avais déjà là. Ça peut être aussi d'autres données que vous avez ailleurs. Et là, suite à ça, soit ce qu'il a fait, il m'a mis des notifs ici, soit il m'a envoyé des approval workflow pour que je valide la facture. D'accord? Et là, vous voyez, c'est déjà fait et j'ai vu mes factures. Maintenant, je reviens sur la présentation. Maintenant, pour la mise en place de ces démos-là, on a bien sûr mis en place un RPA. Et comme je vous disais, l'interface de RPA n'est pas aussi compliquée que ça, que demain, si on le met en place chez vous, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, si je viens ici, voilà, je viens ici, ça c'est le RPA ou le flow que nous, on a mis en place pour vous, qui va aller lire dans un fichier Excel, qui va récupérer les infos ou même qui va aller lire dans mon email pour récupérer les infos. Donc, vous voyez, déjà, on a déjà les actions prédéfinies qui sont là, qu'on avait discuté. Et il y a aussi le flow qui est là. Et comme on avait dit au début, c'est aussi simple que drag and drop. Donc, je peux venir ici. Je fais un drag and drop là. Voilà. Et vous voyez, il vous me dit, on attend quoi? C'est quoi le POV? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple à implémenter. D'accord? Ça, c'était le démo qu'on voulait vous présenter. Je reviens dans la présentation. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a vu rapidement? On a vu un case study qu'on a implémenté qui est le traitement des factures. Maintenant, le RPA, vous avez vu que rapidement, en très, très rapide, je pense que c'était 1 ou 2 minutes, il a traité les factures, 5 factures, il a mis les infos, il a envoyé les notifs et il a fait ce qu'il fallait faire. Mais si on devait le donner à quelqu'un pour le faire, une personne manuellement, ça aurait pris pas mal de temps. Donc là, ce qu'on va venir voir, c'est déjà les bénéfices pour les métiers et les DSI. Parce qu'on va implémenter RPA, mais c'est quoi les bénéfices? Bon, rapidement pour vous dire que nous, on a catégorisé les bénéfices en 3 bénéficiaires clés. Parce que les personnes qui sont les personnes métiers, pour eux, les bénéfices sont très simples. Hyper simple. Pour eux, c'est j'ai plein des tâches répétitives, je dois les automatiser. Je peux les automatiser, ça me sauve demi-journée ou en fin de mois, ça fait 2 jours de travail que je ne dois pas faire. Ben pour eux, c'est vraiment ça la partie bénéfice pour eux. C'est automatiser les tâches répétitives qu'ils doivent faire. Maintenant, RPA, les bénéfices pour les centres de compétences, c'est différent. Pour les personnes, les développeurs comme nous, ben, nous, on a plusieurs applications, plusieurs outils. On a des demandes qui sont un peu complexes. Donc, RPA vient nous aider parce que ça nous permet de lier les infos ici, faire les entrées dans les sites web, dans les interfaces, dans les applications. Donc, pour nous, c'est ça un peu les avantages de RPA. À la fin, je pense que c'est plutôt pour les directeurs de société, pour les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Vous allez voir que pour vous, c'est plutôt
en général, comment est-ce que vous pouvez automatiser les tâches et surtout libérer les ressources? Parce qu'on est d'accord qu'en termes de recrutement, c'est pas évident. Il y a vraiment pas un manque de ressources sur le marché. Donc, si on arrive à automatiser les tâches répétitives, là déjà, on libère les ressources et on peut les assigner sur d'autres sujets. Maintenant, où est-ce que RPA, surtout RPA de Microsoft, rentre en jeu? Je pense que vous-même, vous avez dû regarder un peu les prix des solutions RPA sur le marché. Vous avez dû voir le prix de début. C'est pas évident. Et là, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec comme toutes les solutions que Microsoft nous propose, le prix est déjà très compétitif. Déjà, si on veut démarrer avec quelque chose comme nous, on veut mettre en place quelque chose, ben, vous pouvez faire un POC et c'est gratuit. Vous voulez démarrer avec un seul utilisateur, le prix est compétitif. Et là, vous allez faire un POC, vous allez automatiser un simple process, vous allez l'utiliser et au fur et à mesure que vous avez les demandes, vous pouvez enchaîner avec, vous allez acheter d'autres licences. Donc, vous voyez que déjà, en termes de prix et en termes d'utilisation, vous voyez que Microsoft, il a très bien intégré RPA dans l'offre 365. Maintenant, nous, ce qu'on vient de regarder, le case study, c'était le case study traitement des factures qui est un peu pour finance. Mais on a beaucoup de domaines ou secteurs où on peut utiliser RPA. Bon, là, nous, on a listé que 4 secteurs. Il y a beaucoup d'autres comme construction, la partie l'hôtellerie. Il y a d'autres domaines que nous, on n'a pas listés, mais on peut utiliser l'RPA là-dessus. Donc là, si je résume un peu rapidement, ben, dans finance, traitement de factures, gestion de dépenses, intégration des fournisseurs, comment ben, vous remplissez le fournisseur dans un fichier Excel ou quelqu'un le remplit, ou vous recevez un email, et là, vous pouvez le lire, l'intégrer, le saisir quelque part. RH, intégration des parts des employés, donc onboarding des employés, on peut l'implémenter. Gestion de congés, contrôle de conformité. Pour la partie clientèle, toute la partie helpdesk, ticket, création de compte, désactivation de compte et tout ça. Et dans le supply chain ou chaîne d'approvisionnement, là, c'est toute la partie l'inventaire, traitement de commandes qui est assez énorme, surtout les commandes, et intégration de clients. On a aussi, comme je vous ai dit, sur la partie construction, les documents, les plans, enfin plein de choses que on peut traiter. Donc, vous voyez que déjà, on peut utiliser RPA dans plusieurs secteurs. Bon, c'est que j'avais commencé à parler, j'avais commencé à regarder un peu sur la partie prix. Du coup, ce que je vais faire, je vais laisser la main à Thierry qui va vous expliquer un peu plus en détail sur le prix pour Power Automate. À toi, Thierry. Merci Priti. Alors effectivement, donc merci Priti pour la présentation. Donc sur la partie pricing, Désolée, yes. je reviens. Voilà. Sur la partie pricing, alors il y a deux façons d'acheter des licences pour Power Automate. La première, c'est d'attribuer des licences par utilisateur. Donc ça, c'est plutôt orienté petite structure où on aura un nombre limité d'utilisateurs, hein, une dizaine par exemple d'utilisateurs, pas plus. Voilà, donc un mode de licensing par utilisateur et un mode de licensing par flux où là, on va acheter des licences par flux avec un nombre illimité d'utilisateurs. Et là, ça c'est vraiment orienté, très grosse entreprise avec un volume d'utilisateurs qui dépasse les 100 utilisateurs, par exemple. Alors, sur le premier modèle donc, de licence par utilisateur, donc la licence toute en tarif public, hein, Microsoft, 15 $ par utilisateur et par mois, ça permet à un utilisateur individuel, donc l'utilisateur à qui est attribuée la licence, de créer un nombre illimité de flux sur l'interface Power Automate. D'accord? Donc, sauf que chaque utilisateur qui va devoir interagir avec ces flux-là va devoir avoir sa propre licence. Il existe également une licence par utilisateur qui intègre les fonctions d'automatisation robotisée qu'on vient de vous présenter.
donc qui coûte 40 $ par utilisateur et par mois, et qui permet donc de déployer ce robot d'automatisation RPA en mode assisté, c'est-à-dire que l'intervention de l'utilisateur est nécessaire pour pouvoir lancer le robot et interagir avec lui. Donc ça, c'est la première, le premier package. Donc un package qui coûte 15 $ par mois pour les utilisateurs qui n'auront pas besoin de la robotisation, et un package qui coûte 40 $ par mois pour les utilisateurs qui auront besoin de la robotisation. Bien entendu, les deux packages on peut acheter les deux packages en simultané. Je viens de te perdre, Thierry. Thierry? Bon, je m'excuse, petite coupure. Ce matin, c'était mes collègues. Aujourd'hui, et cet après-midi, c'est moi. Donc, qui vont permettre de mixer les licences en fonction de votre parc utilisateur. Donc, si vous n'avez pas besoin d'acheter des licences avec la robotisation pour tous les utilisateurs, on peut très bien mixer les licences entre elles. La licence par flux, donc comme je l'ai expliqué, plutôt pour les très grosses structures qui vont avoir besoin de beaucoup de collaborateurs sur les flux. Donc un minimum de 5 flux mensuels à acheter, donc ça 100 $ chaque flux, donc un minimum à la commande de 500 $ par mois, qui vont permettre d'attribuer une licence par flux, donc par process automatisé, mais pour un nombre illimité d'utilisateurs dans l'organisation. Donc vraiment orienté pour les très grosses organisations. Et bien entendu, donc on en a parlé tout à l'heure même si la démo là était orientée autour de RPA avec assistance, l'add-on qui permet de déployer l'automatisation RPA en mode autonome, donc qui coûte 150 € par bot par mois. Donc un bot, c'est un robot qui va être installé sur un serveur ou un PC qui va tourner en permanence en mode autonome. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu pour le licensing. On vous remercie pour votre participation à ce webinaire, et il nous reste une petite dizaine de minutes là pour répondre à vos questions éventuellement si vous en avez. Merci. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions? Soit vous pouvez désactiver votre micro, soit vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà, question time. Ça veut dire qu'on a été relativement clair, c'est bien. Ou alors que tout le monde s'est endormi. N'hésitez pas, voilà, il y a beaucoup qui demandent un bot, un process, exemple, facture. Par exemple, si vous aviez plusieurs processus, disons facture, autre chose, est-ce qu'on a besoin d'acheter plusieurs bots ou un seul bot peut faire plusieurs choses? Normalement, je sais c'est un process, un bot. Donc, avec le 40 $ par mois, c'est un bot. Oui, c'est avec assistance. Le bot, c'est surtout sans assistance. Donc, c'est, attendez, je remets le prix. Voilà, c'est 150 per bot. On a la question d'Olivier. Oui, c'est adapté pour les petites entreprises. Pourquoi? Parce que déjà, le prix, comme vous voyez, c'est très compétitif. Donc, si vous êtes une petite entreprise, ce n'est pas la peine d'aller acheter 10 licences ou vingtaine de licences. Vous commencez par une seule licence. Vous faites un proof of concept, vous automatisez un process et vous commencez à l'utiliser. Et là, au fur et à mesure que vous avez les demandes un peu plus poussées, donc là, vous pouvez investir sur, si vous voulez, les bots ou d'autres licences. Donc, c'est super bien adapté pour les petites entreprises. D'autres questions?
Oui, si je peux me permettre, au lieu d'écrire la question, je peux me permettre de la poser. En fait, je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on va dans le add-on RPA autonome, est-ce qu'il faut prévoir un dimensionnement des serveurs particuliers pour faire tourner ça, ou ça tourne sur le cloud Azure, ou comment ça se passe en fait? On doit rajouter des machines qui font le traitement? Non, parce que, au fait, je pense que le but de Microsoft, déjà, c'est que il a déjà la plateforme qui est déjà en place. Donc, vous ne devez pas comme si ajouter d'autres serveurs sur le serveur existant. Donc, vous avez déjà quelque chose qui est déjà mis en place. Et là, vous allez acheter les bots et vous allez les déployer. Le but, c'est de ne pas vous faire acheter d'autres serveurs. OK, merci. L'idée du bot, c'est qu'il remplace vraiment un utilisateur comme si on avait un utilisateur devant l'écran. Donc, en général, on peut l'installer, par exemple, sur une VM, sur un serveur. Donc, on va monter une VM Windows 10, par exemple, et le bot va s'installer sur la VM et vraiment simuler le travail d'un utilisateur humain, comme si on avait quelqu'un qui était en train d'interagir avec la VM. Et on peut aussi le déployer sur un serveur ou sur une machine physique, il n'y a aucun problème. Le bot se déploie vraiment là où on veut. On n'a pas besoin d'acheter une machine spécifiquement pour le bot. Maintenant, après, pour pas qu'il y ait de télescopage avec le travail d'un utilisateur, c'est vrai qu'il vaut mieux isoler le bot sur une session ou une VM à part, en fait. Au fait, D'accord, OK, merci. Parce que le bot est autonome, donc ça, c'est mieux de le mettre sur un serveur. Parce qu'on avait regardé le RPA, c'est en deux modes, attended et unattended. Le attended, c'est normalement là où on a besoin que l'utilisateur lance des applications. Là, peut-être ça peut être sur un poste, mais si c'est unattended, comme le bot là, ça peut être sur un serveur. Une question de ma part, c'est Sarah. Au fait, je voulais savoir pour les clients sur M365, est-ce qu'il y a des licences spécifiques qu'ils peuvent avoir qui permettent d'avoir either one of these licenses? Vous voulez dire que si vous voulez faire du proof of concept et vous n'avez pas de licence RPA, c'est ça? Non, moi je pense, je voulais dire, par exemple, il y a des clients qui ont des licences, des packages de 365 spécifiques. Quels sont les packages de 365 qui incluent tout ça sans pour autant avoir à acheter séparément ces licences? Ah, d'accord. Donc, nous, moi, je sais qu'avec la licence que j'ai, c'est-à-dire E3, j'ai déjà Power Automate qui est là-dessus. Maintenant, si je dois créer plus, c'est-à-dire, je dois avoir un RPA assisté, là, c'est un achat à côté que vous devez faire. Comme les Power BI, si vous devez avoir une licence un peu entreprise et tout ça. Donc, c'est quelque chose en plus que vous devez payer. Mais avec votre E3, déjà, vous avez votre Power Automate Desktop où vous pouvez faire des flux, vous pouvez tester, vous pouvez les lancer. OK, merci. C'est ça. Les limitations se font surtout au niveau de ce qu'on appelle les connecteurs premium qui sont disponibles dans ce qu'on voit, dans ce qu'on a sous les yeux là, qu'on appelle aussi par ailleurs licence premium. Donc, les connecteurs premium sont les connecteurs qui vont vous permettre de faire interagir vos automatisations ou vos power apps, etc., avec des systèmes extérieurs à 365. Donc, ce qui est inclus dans les offres 365 en général, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire des petits flux qui vont rester à l'intérieur de 365. Et à partir du moment où on veut vraiment commencer à construire une vraie solution qui va faire interagir plusieurs systèmes, il va falloir de toute façon passer sur des licences premium comme celles qu'on a sous les yeux. OK. On a une autre question. Allez, l'image de données non formatées, si on arrive à un format PDF avec des formats différents en fonction de fournisseurs. Ça, je peux répondre. Normalement, pour ces démos-là, qu'est-ce qu'on a fait? Si on a traité un fichier Excel, mais il faut aller dire exactement dans ce fichier Excel-là où on peut récupérer les infos. Donc, je pense que même si on a un PDF, ben, l'application va savoir exactement où sont les données. Donc, il faut lui dire que tel
emplacement, il y a le nom du fournisseur. Tel emplacement, il y a le montant, TVA et ainsi. Donc, il faut, comme toutes les applications RPA, il faut le programmer et après, lui, il va aller lire les infos. Non, je suppose par exemple, un bot va lire un format d'une seule facture. Ensuite, il faut prendre un autre bot pour un autre format d'une autre facture. Non. Vous pouvez programmer votre bot. Ce que vous pouvez faire, c'est que, je vous donne des exemples avec les autres applications, comment ça se passe. Vous avez plusieurs templates que vous pouvez mettre en place. Pour vous dire que dans les templates A, voilà, le nom du fournisseur est là, le template, les montants est là, TVA est là. Vous pouvez aller programmer votre template d'après les différents formats que vous allez recevoir. Donc, dans ce premier bot-là, vous pouvez dire que, voilà, le nom est ici, le montant est ici. Maintenant, à vous de trouver comment vous voulez, comme si, dire quel format utiliser. Si ça dépend le nom du document qui est en entrant, facture template A, il sait qu'il doit aller chercher les informations ici. Facture template B, il doit aller chercher les informations de place. Donc, il y a un petit config, bien sûr, qu'il faut faire. Lui, de son côté, ça va être un peu difficile pour lui de savoir exactement où retrouver les infos. Il y a une petite configuration à faire. Si je peux juste ajouter un point Voilà. par rapport à ça, Priti. Oui, Olivier. Allez, je vous Oui. présente Olivier, le directeur d'Aéro. Désolé, bonjour à tous. En fait, il y a la possibilité de faire de la capture intelligente avec Azure. Microsoft travaille sur le sujet et il est possible de brancher de l'OCR et de la capture avec Azure en entrée de document. Donc, de définir quel champ on voudrait retrouver de manière intelligente. Donc, sur ces données non formatées, d'avoir ça. Le compte bancaire, par exemple, le PO, le Purchase Order Number, enfin, le bon de commande, le numéro de bon de commande, des choses comme ça. Après, vous pouvez faire effectivement, comme l'a dit Priti, dans ses explications, des conditions. Si vous retrouvez toutes les informations, alors vous processez automatiquement. Et si vous ne retrouvez pas, vous pouvez passer par la case manuelle et donc du coup compléter et puis après faire avancer votre processus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Priti et Thierry. Une question de ma part. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que en termes de, si on veut aller prendre des données d'une base, par exemple une base Oracle ou autre que ce que vous avez en Microsoft, est-ce que ça c'est possible? On a besoin de quoi pour le faire exactement? Ça, je pense que je vais laisser Thierry répondre. Oui, c'est possible. Là, Alors, exactement. comme je l'ai dit dans ma présentation, dans la partie que j'ai présentée, une des grosses forces de la Power Platform, c'est notamment sa bibliothèque de connecteurs tiers, de connecteurs externes, qui vont vous permettre d'interfacer tout votre système 365 et notamment toutes vos applications Power Automate ou Power Apps avec des bases de données externes de type Oracle, de type MySQL, peu importe. Il y a plus de 400 connecteurs qui existent aujourd'hui dans la bibliothèque de connecteurs externes pour la famille Power Platform. Donc, il y a vraiment, on peut retrouver des connecteurs pour quasiment tous les outils les plus courants du marché. Alors, bien entendu, pour pouvoir connecter un flux à une base de données externe, il faut passer par une licence premium, donc celle que l'on a sous les yeux. Une licence qui est incluse avec Microsoft 365 E3 ne suffira pas, parce qu'il faut effectivement passer par des connecteurs premium. Mais oui, on peut aujourd'hui interfacer l'ensemble des outils 365 avec vos outils legacy, comme l'a dit Priti, et vos bases de données externes. On peut même l'interfacer avec YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Le premium, c'est
c'est combien? On fait le... Ce sont les licences que vous avez sous les yeux Ok. là. Donc, ce que j'appelle licence premium, ce sont des licences, comment dire, individuelles. C'est-à-dire que Power Automate est effectivement inclus dans Office 365, dans certains abonnements Office 365. Mais si on veut vraiment pouvoir utiliser l'outil avec toutes ses fonctionnalités, il faut prendre une licence Power Automate, que ce soit par utilisateur ou par flux. Ok, ok. Et j'insiste bien sur le bot. Le bot, donc c'est $150 par bot, et un bot gère un flux, d'accord? C'est pas un bot peut gérer plusieurs flux. Il faudra acheter autant de bots que l'on veut traiter de flux en mode automatisé. Et Farah, si tu vas sur ton interface 365 sur Power Automate, déjà, les connecteurs qui sont premium ou standard, tu peux le voir là-bas. C'est déjà affiché avec les licences. Il t'affiche vraiment les infos. D'accord. OK. Merci. Merci à toi.